Pour débuter ce chapitre, nous allons commencer par les mutations économiques que connaît la France entre 1870 et 1914. Nous sommes face à un pays majoritairement rural, donc c'est une permanence à cet égard, hein. La France demeure rurale et agricole majoritairement, mais elle s'industrialise progressivement. Donc, tout d'abord, première sous-partie, cette deuxième industrialisation dont nous allons parler contribue à la concentration industrielle et à l'urbanisation. Ne vous inquiétez pas, ce terme de concentration industrielle doit être un peu flou pour vous. Vous allez comprendre d'ici peu. Donc, comme je vous l'ai rappelé dans l'introduction, mais on va le revoir à nouveau, si vous vous souvenez, dès le milieu du 19e siècle, la France entre dans une véritable phase d'industrialisation grâce à l'invention de la machine à vapeur, hein, qui fonctionne avec le charbon et qui va permettre alors aux usines de se développer avec l'utilisation de machines qui fonctionnent à rythme soutenu et sans cesse grâce à l'utilisation de cette machine à vapeur. À partir des années 1870 et surtout 1880, la France, comme le reste de l'Europe, entre dans la deuxième industrialisation, cette deuxième phase d'industrialisation, grâce à l'utilisation de deux nouvelles sources d'énergie, qui sont le pétrole et l'électricité, permettant dès lors à de nouveaux secteurs innovants de se développer et donc à de nouvelles usines d'être créées. Parmi les secteurs clés de cette deuxième industrialisation, on trouve notamment l'automobile. Là, je vous ai mis des illustrations d'un grand groupe qui va naître de fait avec cette deuxième industrialisation, qui n'est autre que Renault. Alors, Renault, la construction de cette entreprise revient à trois frères. Vous allez voir, c'est souvent des histoires de famille à cette époque. Donc, les frères Renault, que vous avez juste ici, vont ouvrir leur première usine à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, et vont développer de nombreuses innovations au niveau automobile, notamment l'une des premières innovations fin du 19e siècle chez les frères Renault. C'est l'usage de la boîte à vitesse directe, qui va du coup permettre à la marque, à l'entreprise de prospérer. Donc, autre exemple de grande entreprise et qui va considérablement se développer et multiplier ses usines, eh bien Michelin, les pneumatiques Michelin, également deux frères que vous avez également ici, qui vont ouvrir leur usine de pneumatiques, les pneus Michelin, que vous connaissez toujours, aujourd'hui encore deuxième producteur mondial de pneumatiques à travers le monde, et qui vont ouvrir leur première usine à Clermont-Ferrand. Alors, pour la petite histoire, vous devez connaître l'emblème Michelin, c'est-à-dire ce bibendum que vous avez là. Là, vous avez une affiche publicitaire de la fin du 19e siècle, le pneu Michelin boit l'obstacle, voilà. Cet emblème du bibendum est né dans l'imagination d'un des frères Michelin qui, en se baladant, a aperçu un amas de pneus et s'est dit qu'ils avaient la forme d'un bonhomme, d'un gros bonhomme, et a donc décidé d'en faire l'emblème de la marque qui a perduré. Donc voilà, on est face à cette France qui, tout en conservant les usines nées de la première révolution industrielle, notamment textile et liées au chemin de fer, voit de nouvelles usines se créer avec cette deuxième industrialisation grâce au pétrole et à l'électricité. Entre 1873 et 1893, l'Europe, et donc également la France, est confrontée à une crise économique liée à une baisse de la demande. De fait, les entreprises françaises industrielles décident de se concentrer. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait la naissance de grands bassins industriels spécialisés dans tel ou tel domaine et progressivement les petites usines, des petits ateliers qui étaient dispersés à travers la France vont disparaître. Cette concentration industrielle, avec le développement de nombreuses usines dans un même secteur d'activité au même endroit, a pour objectif de répondre à la concurrence européenne. Dans une période de crise économique, vous devez être plus performant que la concurrence et donc en rassemblant les usines, cela permet de prospérer. Alors, un exemple de bassin industriel majeur à la fin du 19e siècle, c'est le Creusot. Alors, le Creusot, c'est une ville que vous avez juste ici, dans l'est de la France. Et au Creusot va se développer un immense bassin industriel, l'un des premiers au monde à cette époque.
lié à une seule et même famille qui s'appelle la famille Schneider et qui va alors ouvrir une première usine, puis une seconde usine, puis une troisième, etc. Et on va se retrouver face à un gros bassin industriel que vous avez en illustration ici. Alors, qu'est-ce qu'ils font l'entreprise Schneider au Creusot? Ils travaillent dans les mines de charbon, donc ils exploitent le charbon et ils développent la sidérurgie et la métallurgie. Exemple de grande innovation créée par les Schneider, un nouveau canon en acier qui a pour objectif de répondre à la concurrence allemande à cette époque, qui est alors le premier constructeur de canons en acier. Les Schneider parviennent à développer ces canons, ces nouveaux canons, innovent et donc dépassent la concurrence allemande. Les Schneider, dans leurs usines, travaillent également notamment sur la construction de locomotives. Alors, dans ces gros bassins industriels, on va avoir la création d'une politique assez particulière que l'on nomme le paternalisme. Si vous faites attention à ce terme, en fait, c'est tout simplement issu de pater, donc du père. En fait, le chef d'entreprise va se comporter comme un père pour ses ouvriers. Ce paternalisme va notamment être particulièrement développé au Creusot, chez les Schneider, mais également à Clermont-Ferrand, dans les usines Michelin. Toutes ces usines qui se sont développées sous la deuxième industrialisation, à partir des années 1870, se créent au plus proche des matières premières, comme par exemple les Schneider au Creusot. Ils s'installent au Creusot surtout parce qu'il y a tout un tas de mines de charbon autour du Creusot. Ça va être alors la naissance des gros bassins industriels dans le nord et l'est de la France, car on trouve ce charbon. De plus, nos usines se développent également au plus près des villes. On va donc avoir une véritable urbanisation de la France, qui est une mutation certaine. Si la France demeure majoritairement rurale, l'urbanisation est galopante, elle est croissante. Exemple, les usines Michelin à Clermont-Ferrand. Autre exemple, les usines Renault à Boulogne-Billancourt dans la banlieue parisienne. Donc on va avoir cette urbanisation massive de la France. Ce processus d'industrialisation, évidemment, génère une croissance exponentielle du nombre d'ouvriers en France. On a ainsi, en 1914, à la fin de notre chapitre, 30% des actifs qui travaillent dans le secteur secondaire, c'est-à-dire dans l'industrie, ce qui est absolument conséquent. Deuxième point, la France est alors, grâce à toutes ces usines, la quatrième puissance mondiale et elle produit à elle seule 6% de la production industrielle du monde. Elle se distingue dans certains secteurs clés en étant le premier producteur mondial, notamment de pneumatiques avec les usines Michelin, d'électricité à cette époque aussi, ou encore de textiles synthétiques. Alors, deuxième partie de ce grand 1, nous allons nous concentrer sur les expositions universelles. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais en tout cas, ces expositions universelles apparaissent comme des vitrines de l'industrialisation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une exposition universelle? En fait, les expositions universelles sont des lieux de rassemblement organisés par un pays dans une ville, souvent la capitale. Ces expositions universelles sont nées en 1851 au Royaume-Uni. Et au cours de ces expositions, le pays accueillant, pour une durée de 3 à 6 mois, se doit d'innover. Alors très vite, en fait, les expositions universelles deviennent un enjeu politique pour les puissances européennes. L'objectif étant de montrer à ses voisins, aux autres puissances, que le pays dispose d'un savoir-faire industriel absolument exceptionnel et qu'il est en avance sur ses concurrents, sur les autres pays. La France, et plus spécifiquement la capitale Paris, va accueillir durant nos bornes chronologiques de ce chapitre de 1870 à 1914, 2 expositions universelles qui vont être véritablement marquantes et qui vont donner lieu à des innovations que vous connaissez toujours aujourd'hui. Première exposition universelle, celle de 1889. Cette exposition universelle accueille pour une durée de 6 mois plus de 30 millions de visiteurs, ce qui est absolument exceptionnel. Alors, l'élément marquant de cette exposition universelle n'est autre que la construction de la Tour Eiffel. Ici, Gustave Eiffel et ses collaborateurs réalisent une tour en fer de plus de 300 mètres, qui est alors la plus haute tour de l'époque, et elle le restera pendant plus de 40 ans. Ici, la France démontre un savoir-faire sidérurgique au niveau du fer absolument exceptionnel.
et ainsi épate ses voisins européens. Cette tour, sur les 30 millions de visiteurs de l'exposition universelle, sera visitée par 2 millions d'entre eux. Attention, pensez-y, l'entrée est payante. Déjà, c'est de fait extrêmement important. Cette tour impressionne. Alors, vous devez le savoir, je suppose, après l'exposition universelle, la tour a rencontré quelques petites difficultés, c'est-à-dire que le nombre de visiteurs n'a cessé de diminuer. De fait, Gustave Eiffel a tout fait pour la rendre à nouveau attractive et il a même été à un moment question dès 1909 de la démonter. Car beaucoup de Français la trouvaient laide, inutile, elle ne rapportait pas assez. Finalement, suite à diverses modifications à l'intérieur de la Tour Eiffel, avec l'accueil de restaurants et autres, ils ont réussi à en faire aujourd'hui le symbole même de la France et de Paris. Deuxième exposition universelle que la France a accueillie et qui a permis au pays de souligner son avancée technologique, son avancée industrielle, celle de 1900. Elle accueille encore plus de visiteurs, plus de 50 millions de visiteurs viennent à Paris pour regarder ces prouesses technologiques industrielles. C'est au cours de cette exposition universelle que la première ligne de ce que l'on appelle le métropolitain est ouverte, c'est-à-dire la première ligne de métro. Et alors, à nouveau, la France souligne son savoir-faire hors pair. Donc, dernière sous-partie de ce grand 1 sur les mutations économiques que connaît la société française entre 1870 et 1914. Vous l'aurez compris, la France est confrontée à un changement radical avec une importante industrialisation qui va donner naissance à de gros complexes industriels comme les Schneider, comme les Michelin. Les villes sont en plein essor en accueillant ces usines nombreuses. La France accueille des expositions universelles pour souligner son avance technologique, etc. Néanmoins, nous ne sommes toujours pas questionnés sur ce qu'il en est des campagnes. Comment vit le monde rural, comment le monde rural et agricole évolue en France entre 1870 et 1914. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, tout d'abord, une chose importante, même si l'industrialisation bouleverse totalement la société française, il convient de souligner que pour les bornes chronologiques de notre chapitre, la France est encore, et ça c'est une permanence certaine, majoritairement rurale et agricole. Comme je vous l'indique ici, nous avons 56% de personnes qui vivent à la campagne en 1914, c'est encore majoritaire. Et au début de notre chapitre, c'est même 75% des habitants français qui vivent à la campagne. Donc, vous voyez, le nombre de personnes qui vivent à la campagne, de ruraux, va diminuer au fil de notre chapitre. Néanmoins, il demeure majoritaire. Alors, en 1914, l'agriculture emploie encore 40% des Français de la population active, ce qui est énorme. Ces travailleurs agricoles, ce monde agricole, 40% de la population active en 1914, vit pour la plupart dans des conditions très difficiles. C'est-à-dire que les grandes exploitations agricoles mécanisées et autres sont véritablement peu nombreuses. En réalité, la plupart des Français qui travaillent dans l'agriculture vivent dans de petites exploitations familiales qui font de la polyculture, c'est-à-dire qui récoltent plusieurs espèces agricoles. On est loin des grandes exploitations, par exemple, qui ne font que des céréales, que du blé et autres. Non, là, on cultive plusieurs sortes de végétaux. Et donc, ces paysans sont dans de petites exploitations familiales qui parviennent juste à subvenir à leurs besoins en nourriture. Donc ces paysans vivent des situations très difficiles et d'ailleurs une grande partie d'entre eux est dans l'obligation de travailler dans de petits ateliers, dans de petites usines, etc. pour apporter un complément de revenu à la famille. Néanmoins, il convient de souligner qu'à partir de la fin du 19e siècle, nous allons avoir une mécanisation progressive, elle est lente, mais il convient de le souligner, du milieu agricole. Je vous ai mis deux illustrations qui soulignent pleinement cette évolution de la mécanisation dans l'agriculture française. Vers 1880, on est sur des paysans qui, tous quasiment, travaillent à la main de façon traditionnelle, comme vous avez juste ici. Puis, progressivement, fin 19e siècle, on va avoir
la naissance d'innovations dans le secteur agricole avec la création de machines comme les moissonneuses-batteuses, d'innovations avec la création d'engrais et autres. Avec la mécanisation progressive de l'agriculture, évidemment, le nombre de bras nécessaires va diminuer. Autrement dit, les hommes vont progressivement être remplacés par des machines et donc on aura de moins en moins besoin de main-d'œuvre dans l'agriculture. Par conséquent, ce bouleversement certain va accentuer l'exode rural, c'est-à-dire que de nombreux paysans qui ne trouvent plus de travail dans le secteur agricole puisqu'ils sont remplacés par des machines partent s'installer de façon définitive dans des villes qui sont en pleine croissance du fait de l'industrialisation avec la création des usines qui, elles, ont besoin de bras pour répondre à la demande grandissante. Et voilà, nous venons de terminer ce grand 1 consacré aux mutations économiques pour cette leçon. Et nous nous retrouvons dès demain pour les mutations sociales que connaît la France. Et alors nous parlerons des femmes, des immigrés et également des demandes du monde ouvrier.